Donc, ça fonctionne. Super. Donc, l'activité est enregistrée. Merci. Donc, débutons avec les configurations de la plateforme Zoom. Il nous fait plaisir de vous offrir un service de traduction simultanée. Donc, pour les personnes qui le désirent, il y a une option en bas à droite marquée « Interprétation ». Vous pouvez choisir sur l'option « Français » ou « Anglais ». Donc, lorsque vous allez être dans l'option « Anglais », Emanuela Cardetta vous offre la traduction simultanée. Donc, l'interprétation de l'anglais vers le français. Nous vous demandons, s'il vous plaît, lors de l'activité, d'éteindre votre micro, de rester sur muet, et c'est à votre discrétion d'utiliser ou non la caméra vidéo. Pour interagir avec nous, nous allons vous demander, s'il vous plaît, d'utiliser le chat. Donc, je pense qu'il pourrait peut-être être bien de faire un test pour le chat. Donc, je ne sais pas si dans mes collègues, Chloé ou Sarah, vous pouvez marquer une option pour que tout le monde puisse voir où est-ce que est le chat ou l'option converser. Merci beaucoup. Donc, on vous demande de passer par ces options pour interagir avec nous. Avant de commencer l'activité, plusieurs d'entre nous se trouvent actuellement sur des territoires autochtones non cédés aujourd'hui. Donc, prenez un temps, s'il vous plaît, pour y penser et le reconnaître. Nous souhaitons reconnaître également nos privilèges, notamment celui de pouvoir assister aujourd'hui à cet événement en ligne, lorsque l'on sait que le 2/3 des communautés autochtones et les communautés des Premières Nations du Canada continuent de ne pas avoir accès à l'Internet de base. J'aimerais parler maintenant un peu du comité diversité. Donc, le comité diversité a comme mission, dans le fond, de promouvoir la diversité en physique et en sciences. Plus concrètement, le comité diversité souhaite briser l'isolement des femmes et des personnes appartenant à des minorités qui poursuivent leurs études en physique ou qui travaillent dans ce domaine, favoriser le sentiment d'appartenance au département de physique de l'Université de Sherbrooke aussi. Par ailleurs, le comité diversité souhaite participer au recrutement des femmes et d'autres personnes sous-représentées en physique en organisant des activités comme l'activité d'aujourd'hui ou des activités à saveur plus scientifique. Le comité diversité veut aussi favoriser la rétention des cerveaux dans le domaine, le leadership et la création d'un réseau de contacts. Donc, si jamais vous voulez en apprendre plus sur le comité diversité, nous vous encourageons à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous contacter à notre adresse courriel. Dans le cadre de cette activité, nous avons mis en place un code de conduite. Le comité diversité va offrir un environnement qui est sain et inclusif à tout le monde, sans égard au sexe, à l'identité, à l'expression de genre, à l'handicap, à l'orientation sexuelle, à l'apparence physique, au poids, la taille, la couleur des cheveux, l'origine ethnique ou encore au choix technologique. Nous ne tolérons aucun harcèlement durant l'événement, sous quelque forme que soit, y compris que ce soit lors des discussions ici dans le chat extérieur, lors de l'atelier Twitter, Facebook ou les autres réseaux sociaux. Donc, afin aussi que tout puisse avoir lieu dans le respect, nous nous réservons le droit de ne pas répondre à certaines questions. De plus, nous ne commenterons pas la situation actuelle de l'Université d'Ottawa. Donc, voici le déroulement de l'activité. L'activité va être divisée en deux parties. Donc, dans un premier temps, nous aurons une discussion avec notre invitée, Chloé Frélon, sur les différents sujets qui sont mentionnés ici à l'écran. Le but de l'activité aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte et respectueuse. Vous allez être encouragés à poser les questions ou vos commentaires en utilisant le chat de la plateforme. Donc, vous pouvez soit répondre à tout le monde ou encore contacter directement la modératrice qui va s'occuper des questions, qui est Chloé Gauvin-Diaye. Donc, suite à chacun des sujets, un temps de 10 minutes sera alloué aux questions. Donc, c'est à votre tour d'interagir avec nous, puis de nous faire part de vos questions et commentaires. Par la suite, nous allons passer à notre atelier sur les biais inconscients. Lorsqu'on sera rendu là, je vous donnerai plus de détails à ce sujet-là. Donc, maintenant, il me fait plaisir de vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Chloé Frélon. Donc, Chloé, je te passe la parole. Merci beaucoup, Marie-Ève, puis merci à toute l'organisation du Diffus pour cette conférence. Vous avez travaillé super fort en coulisses, puis je suis très fière de pouvoir participer à ça aujourd'hui. Merci à tout le monde de venir donner de votre temps pour écouter cette conférence également. Vous allez voir que
les explications que je vais donner, les exemples, se veulent assez abordables et compréhensibles par tout le monde, puis quel que soit votre niveau de connaissance ou de conscientisation à date. Puis il y a peut-être des experts parmi vous qui font ça depuis des années, c'est très bien. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer et vous aurez probablement l'opportunité d'un peu plus participer dans la deuxième partie où il y aura des conversations en sous-groupe. Les exemples que je vais vous donner sont majoritairement tirés du domaine technologique et donc de l'industrie dans le privé, finalement. Je tiens également à ajouter que je reconnais qu'il existe des mécanismes d'oppression qui favorisent le groupe dominant dont je fais partie et défavorisent l'accès au pouvoir pour plusieurs autres personnes. Au cours de cette conférence, je mentionnerai des chiffres et je donnerai des exemples concernant des personnes racisées, entre autres, mais je n'entrerai pas dans l'analyse. Mon expertise se situe principalement au niveau de la sous-représentation des femmes en technologie et femmes de façon générale. Donc, un peu plus sur mon parcours. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie technologique. En 2016, j'ai fait la constatation que j'évoluais dans un milieu où la main-d'œuvre était incroyablement homogène. Je travaillais alors pour le journal Métro, je gérais les plateformes numériques. Face à cette constatation qui était incroyable à mes yeux, j'ai décidé de parler de cet enjeu-là et j'ai parti une chronique hebdomadaire sur le sujet. À cette époque, ma réalisation de l'homogénéité était plutôt centrée autour de la diversité de genre. Et ça m'a permis de rencontrer puis d'interviewer des centaines de personnes au fur et à mesure des années qui faisaient partie de groupes minoritaires dans l'industrie. Ça m'a permis de connaître et identifier les obstacles auxquels ces personnes faisaient face pour l'atteinte de leur objectif professionnel. Et j'ai voulu faire partie de la solution en apportant cette connaissance-là aux entreprises et au grand public, comme aujourd'hui, par exemple. Je suis également chroniqueuse à Ici Première, à l'anciennement La Sphère et l'émission maintenant Moteur de recherche, et également chroniqueuse techno au magazine Québec Science. Et j'ai également fondé une entreprise autour de la sensibilisation et la résolution des enjeux qui nous font être ensemble aujourd'hui. Cette entreprise s'appelle URL. Merci beaucoup, Chloé, pour cette introduction. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet, qui est les équipes de travail diversifiées. Donc, en quoi, aujourd'hui, avoir des équipes de travail diversifiées sont des bonnes décisions d'affaires pour les entreprises ou n'importe quel groupe? En fait, il y a beaucoup d'études qui viennent soutenir que effectivement, la diversité et l'inclusion, ce sont des bonnes décisions d'affaires. L'organisme Catalyst le classe généralement ces raisons-là en 4 catégories. La première, au niveau des talents. Donc, les entreprises qui sont les plus diversifiées sont liées à un niveau de rotation du personnel les plus bas. Donc, il y a moins de turnover du personnel. Et lorsque les employés se sentent les plus inclus et lorsqu'ils reconnaissent que leur employeur soutient la diversité, ils déclarent également avoir une confiance et un engagement accru au travail. Les entreprises les plus diversifiées ont aussi tendance à avoir moins de cas de discrimination et de harcèlement dans leur culture. À ce sujet, je peux vous référer au rapport de Tech de compétences qui est paru il y a quelques mois sur le harcèlement en TI, le harcèlement psychologique et sexuel. Ils identifient plusieurs facteurs pouvant favoriser du harcèlement et le manque de diversité en fait partie. J'ajoute un petit astérix à ce que je viens de dire. C'est pas parce qu'un environnement de travail manque de diversité que forcément il y aura du harcèlement, mais manquer de diversité plus les 3 autres facteurs que je vous invite à lire dans le rapport créent une situation propice au harcèlement. Donc, je vous disais qu'il y avait 4 catégories. La deuxième catégorie, la première catégorie, c'est donc les talents. La deuxième catégorie, c'est l'innovation et la pensée de groupe. Donc, lorsque les entreprises mettent en place des cultures puis des politiques inclusives, elles sont plus susceptibles de faire état d'une augmentation de la créativité, de l'innovation et une meilleure compréhension des besoins des consommateurs. Ça, c'est
juste logique finalement. Si on a des équipes de travail diversifiées qui représentent l'entièreté de la population, le service ou produit que l'entreprise va sortir va être plus à même de pouvoir s'adresser à l'entièreté de la population, puisqu'on aura des personnes représentatives de nos consommateurs, consommatrices. Un autre aspect intéressant, c'est que les groupes homogènes peuvent être susceptibles de penser tous pareil. Tandis que des entreprises diversifiées auront une plus grande variété de perspectives et capables d'examiner les situations sous un angle différent. Alors, c'est sûr que penser tous pareil, ça peut être pratique. Ça peut être pratique parce que la communication est généralement plus facile, mais elle a même aussi une seule façon de penser, un peu comme avoir des clones autour de la table finalement. Alors que si on a plusieurs personnes différentes, ben, on aura plusieurs façons de penser. Puis on peut s'imaginer que toutes les différentes sphères de notre problème pourront trouver une solution qui sera plus riche en bout de ligne. Un autre aspect encore, c'est que des études prouvent que plus de 57% des entreprises les plus inclusives les entreprises les plus inclusives ont 57 plus de chances d'avoir meilleure réputation que celles qui ne le sont pas. Et les consommateurs sont plus susceptibles d'acheter ou d'envisager d'acheter leurs produits, d'autant plus quand la publicité qui fait la promotion du produit est perçue comme diverse et inclusive. Et lorsqu'on se décide, par exemple, d'aller recruter particulièrement une main-d'œuvre féminine, ben, sachez que les femmes sont plus susceptibles d'aller travailler pour les entreprises qui ont des femmes à leur tête dans les postes de direction ou dans leur conseil d'administration. On voit également que les conseils d'administration qui sont les plus diversifiés rapportent moins de cas de fraude ou de mauvais investissements que ceux qui ne le sont pas. Alors, je vous dis tout ça pour vous vendre le cas de la diversité pour les entreprises, mais je vous encourage également à prendre un petit pas de recul à travers tout ce que je vous dis, parce que, certes, il y a une grande tendance, un grand vouloir de la part des entreprises de dire oui, il faut avoir un business case, il faut vendre la raison pour laquelle on devrait investir dans la diversité. Mais la vérité, c'est que ce que je vous dis montre juste un état de corrélation et pas de causalité. Donc on ne peut pas vous dire à 100% sûr, si vous embauchez plus de femmes, vous allez vendre plus et l'entreprise va être X fois nombre profitable. Donc, petit bémol là-dessus. Et un autre aspect également à considérer, c'est que des études qui prouvent que la diversité donc est corrélée à des bons résultats financiers, ça fait presque 20 ans qu'on publie des études là-dessus par des grandes firmes à travers le monde qui ont excellente réputation. Et malgré tout, ça ne semble jamais assez finalement. On dirait qu'on ne produit jamais assez de raisons. La vérité, c'est peut-être que ça ne prend pas juste des études pour prouver qu'il faut se lancer en diversité. Peut-être que les entreprises cherchent une autre raison cachée, puis on y viendra un peu plus au fur et à mesure de la conférence. Et également, gardez en tête que souvent les gens vont vouloir qu'on leur prouve que la diversité, c'est bon pour les affaires, mais jamais il viendra à l'esprit de leur prouver qu'avoir des équipes homogènes, c'est bon pour les affaires. Et en plus, il y a d'autres études qui vont dire que les dirigeants d'entreprise sont plus enclins à dire oui à des mesures inclusives lorsqu'on leur présente sous un aspect moral. Donc c'est une bonne chose en tant qu'être humain de se lancer dans des politiques inclusives versus c'est bon pour les états financiers de l'entreprise. Donc, voilà un peu mon cas sur pourquoi on devrait se lancer dans des politiques inclusives. Puis là, maintenant, je vais vous donner quelques exemples dans l'actualité. C'est des vrais exemples, c'est des vraies choses qui se sont passées dans les années précédentes lorsque les équipes de travail se sont retrouvées à être un peu trop homogènes.
je vais commencer avec YouTube qui, lorsqu'il y a quelques années, ils avaient lancé leur version iOS. Donc, 5 à 10% des vidéos qui étaient téléversées dans l'application étaient à l'envers. Et ça, c'était parce que l'équipe de développement de l'entreprise était presque exclusivement composée de droitiers. Et donc, ils n'avaient pas tenu compte du fait que des gauchers n'allaient pas inverser leur cellulaire de la même façon que les droitiers. Un autre exemple, la température dans les immeubles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, alors je sais bien qu'on n'est pas beaucoup au bureau en ce moment, mais dans les bureaux, il y a quelques mois, c'est souvent les femmes qui vont dire « Ouh, il fait un peu froid, la température est un peu trop basse pour moi ». Ça, c'est parce que la plupart des bâtisses fixent la température en fonction d'un algorithme vieux de plusieurs décennies qui avait été calculé sur le métabolisme des hommes. Et c'est pour ça que l'air climatisé est calibré pour la production de chaleur des hommes qui est plus élevée que celle des femmes. Alors que s'ils avaient évidemment considéré les femmes, peut-être qu'ils auraient trouvé un compromis qui aurait satisfait un peu plus tout le monde. En 2018, on a découvert que les systèmes de reconnaissance vocale étaient moins performants pour les voix féminines que les voix masculines. Puis ça, on le savait déjà un petit peu depuis 2017 avec YouTube, lorsque la génération automatique des sous-titres était sortie. On s'était rendu compte que ça ne marchait pas très bien lorsque c'était des voix de femmes qui étaient dans la vidéo. Versus des voix d'hommes, et aussi étrangement lorsque c'était un accent écossais. Et là, il y a une linguiste, Rachel Tatman, qui apporte une explication possible face à ça. C'est que les femmes ont tendance à avoir des voix un peu plus aiguës, soufflées, et donc le signal acoustique se retrouve à être moins fort et pourrait se retrouver noyée par le bruit ambiant et donc finirait par être mal comprise. Puis là, j'attire votre attention parce que souvent, on va dire, pour ça, alors, il faudrait parler plus fort, il faudrait parler directement dans l'appareil, il faudrait détacher ses mots. En gros, dans le fond, on demande à ces personnes qui sont différentes de s'adapter au système technologique. Mais je voudrais vous rappeler que ce n'est pas pour ça que la technologie a été conçue. Ce n'est pas nous, en tant qu'êtres humains, d'être à la disposition, au service de la technologie. C'est l'inverse. La technologie, on l'a bâtie pour être à notre service. Mais pour ça, il faudrait se demander pour quel type d'humain est-ce que finalement on bâtit la technologie. Il y a quelques années, Apple avait sorti son app Santé, Health, qui devait être absolument fantastique, qui allait permettre de mesurer les principaux indicateurs de santé. C'est comme ça qu'il l'avait formulé. Et sachez qu'ils avaient oublié de mesurer les indicateurs de santé de à peu près la moitié de la population, c'est-à-dire le suivi de menstruation. Donc, cette app révolutionnaire ne traquait pas le suivi des menstruations. En 2015, une équipe de chercheurs de Carnegie Mellon avait découvert que lorsque Google présumait que les utilisateurs étaient des hommes à la recherche d'un emploi, à travers Google AdWords, donc son réseau de publicité. Donc, quand ils avaient détecté que les utilisateurs étaient des hommes à la recherche d'un emploi, ils avaient beaucoup plus de chances de voir apparaître des annonces pour des postes de cadre bien rémunérés. Et donc, l'équipe de recherche avait découvert que ces annonces étaient affichées 1852 fois pour le groupe des hommes, mais seulement 318 fois pour le groupe des femmes. Donc, si on était une femme à la recherche d'un emploi, on avait beaucoup moins de chances qu'un homme de voir des annonces de job bien rémunérées. Un autre exemple avec Amazon et un algorithme qu'ils ont utilisé pendant des années pour trier les CV reçus. Donc, Amazon reçoit des milliers de CV à tous les jours. Donc, ils avaient un algorithme pour trier ces CV-là pour les postes technologiques. Et en fait, l'intelligence
l'algorithme avait été entraîné à analyser des CV, donc généralement soumis par des hommes, puisque en technologie, les hommes représentent à peu près 80% de la main-d'œuvre générale. Donc, ils avaient été entraînés à analyser les CV d'hommes et pénaliser finalement les dossiers de candidature qui avaient l'air féminin. Donc, même si c'était anonyme, si par exemple la personne avait été dans un établissement qui était un établissement non mixte, seulement pour les femmes, ou que cette personne avait été, mettons, présidente du groupe des femmes en IA de son université, ben, à ce moment-là, l'algorithme automatiquement déclassait cette candidature-là et donc se retrouvait être discriminé. Puis, ben, sachez que ça a pris jusqu'à 2018 pour que Amazon décide d'abandonner cet outil-là qui a été utilisé pendant un peu trop d'années. Il y a un autre cas aussi qui a été très médiatisé, dont on a beaucoup entendu parler en 2018, qu'on avait appelé le distributeur de savon liquide raciste. Alors, ce qu'on voyait, c'était des vidéos, vous pouvez en trouver plein sur YouTube, où on voyait des personnes qui avaient la peau foncée avancer pour récupérer le savon liquide qui tombe dans les salles de bain publiques. Et quand ils approchaient leur main, ben, il ne se passait rien. Puis, juste à côté, ben, il y avait quelqu'un qui avait la peau blanche, qui approchait leur main, puis là, ça tombait automatiquement. Fait qu'il y a plein d'explications sur pourquoi le capteur détectait mal, en fait, la couleur de peau, mais la vérité, c'est que très probablement dans les équipes de test, il ne devait pas avoir beaucoup de personnes avec la peau foncée. Je vous donne un dernier exemple. Quand Siri est sorti pour la première fois, donc l'assistant de Apple, on pouvait lui demander plein de questions. D'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, les gens avaient plein de questions très drôles à sortir. On pouvait lui demander du Viagra, lui commander du Viagra. On pouvait commander des prostituées. Mais si quelqu'un lui avait dit « Siri, j'ai été violée », Siri aurait répondu, Siri répondait je ne comprends pas ce que vous voulez dire par vous avez été violée. Là encore, il ne devait pas y avoir beaucoup de personnes qui avaient pensé au concept de viol lors de la création de Siri. Wow, merci beaucoup pour cette première partie extrêmement riche en informations. Il est maintenant temps de prendre des questions de vous, le public. Donc, si jamais vous avez une question, on vous rappelle, s'il vous plaît, d'interagir avec la plateforme Converser ou Chat dans le but d'avoir une modération. Puis, en attendant qu'il y ait des questions, je peux peut-être en poser une. On a eu plusieurs exemples des avantages de la diversité dans des grandes compagnies, mais je me demandais s'il y en a qui sont particuliers au cas des startups. Est-ce qu'il y a des avantages quand on crée une startup à avoir des équipes qui sont diversifiées? En fait, oui, c'est des exemples qu'on peut rapporter à quelle que soit la grandeur de l'entreprise, finalement, surtout au niveau de la conception du produit. Donc, si la startup est dans ses premières années, il y a probablement beaucoup de recherche et développement, puis qu'est-ce qu'on va créer, puis comment ce qu'on va créer va venir répondre à un besoin du marché. Donc, c'est essentiel, si on crée un produit qui s'adresse à l'entièreté du marché, d'avoir ce reflet-là dans les équipes de travail. Puis, de façon générale, si vous l'avez peut-être déjà expérimenté à l'école ou ailleurs, lorsqu'on est face à un problème puis qu'on doit se mettre tous ensemble pour résoudre ce problème-là, quand les gens ont des expériences différentes, puis une façon de penser différente, à la fin, on risque de trouver, on a des bonnes chances de trouver la solution à notre problème. D'accord, merci. J'imagine que la même chose, ça peut s'appliquer aussi à des groupes de recherche où on a des groupes qui sont peut-être plus petits dans les universités, mais où la diversité aussi a un certain impact. Oui, oui, définitivement, absolument. Donc, on a une autre question qui est sur la diversité des opinions.
Puis, la question, finalement, c'est les avantages d'avoir des diversités d'opinions dans les groupes. Puis, est-ce que, par exemple, les gens qui supportent Trump devraient être encouragés à être engagés? Alors, dans le fond, est-ce que une opinion politique devrait faire qu'on n'est pas embauché? Non. En fait, selon qu'importe qui tu vas, qu'importe qui tu vas voter. Si tu votes Trump, tu as quand même le droit d'avoir un travail. Oui, mais somme toute, on est dans un environnement de travail, donc on garde ça convivial et respectueux, et nos opinions politiques ne devraient pas tellement transparaître, surtout si elles mettent à mal d'autres de nos collègues. D'accord, merci. Ça fait le tour des questions qu'on a en ce moment. OK, une autre question. Est-ce que nous avons des exemples d'entreprises où la diversité est encouragée et présente et qui sont des bons exemples? Oui, et j'en donne tantôt. Alors c'est mon clickbait pour pas que vous partiez, que vous écoutiez jusqu'au bout. On en parlera dans pas très longtemps. Merci. Une dernière question, puis après ça, on va passer à l'autre partie. Oui, donc est-ce que la diversité et l'inclusion devraient être une fonction des ressources humaines ou complémentaire à celle-ci, ou même au niveau de l'entreprise? OK, ça aussi, j'en parle tantôt. Puis ça m'embête de vous dire non maintenant pour vous répondre, mais ça fait partie d'un tout après dans l'explication. Si j'oublie d'y répondre, ou ma réponse n'est pas aussi complète que vous le voudriez, n'hésitez pas à reposer la question, j'y reviendrai en détail. Super, merci. Donc, je pense que c'est un bon moment pour peut-être changer un peu de direction. Donc, la question que moi, j'aimerais poser, Chloé, maintenant, c'est qu'est-ce que le tokenisme? C'est peut-être un mot que c'est la première fois que les gens ici entendent. Puis, est-ce qu'il y a des exemples qui sont connus de tokenisme? Puis, avant que je te lance là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser tout au long de la présentation de Chloé. Puis après ça, Chloé Gauvin-Diaye va pouvoir les poser. Oui, alors le tokenisme, c'est un bel anglicisme de tokenism. Et tokenism, donc ça vient de token, un jeton. Donc en fait, le tokenisme, puis peut-être que dans les prochaines années, prochains mois, on trouvera un mot français un peu moins emprunté de l'anglais pour le déterminer. Mais en gros, c'est l'action de prendre une personne qui représente une forme de minorité, une forme de diversité, et de la placer, par exemple, dans un conseil d'administration, à un poste dans la haute direction ou à un endroit visible. Et l'objectif de ça est généralement de bien paraître ou de régler une situation de mauvaise presse. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. En gros, le fait de faire du tokenisme, c'est pour une entreprise l'argument contre non, on est une bonne entreprise, regardez, pour nous, la diversité, c'est important. D'ailleurs, nous avons 7 personnes sur notre CA. Mais généralement, quand on regarde un peu plus près, un peu plus en détail, on se rend compte que d'abord, cette personne est l'unique personne représentante d'une forme de diversité, que le reste, par exemple, du CA est ultra homogène, et que dans les faits, et c'est probablement l'aspect le plus grave et important, la personne n'a pas vraiment de pouvoir décisionnel, ou alors, somme toute, assez limité. Finalement, le tokenisme, ça donne une illusion, une apparence d'égalité, d'équité sans jamais l'atteindre. C'est assez vide, c'est généralement en conséquence d'un état de confusion, de frustration, et ça donne un faux sentiment d'accomplissement par l'entreprise.
En fait, c'est assez dangereux et assez grave comme situation. Parfois, sur le papier, on aura l'impression qu'on vient de cocher la case diversité, cette expression-là, la fameuse case de diversité, ou d'avoir fait des progrès. Parce que si 20% de notre conseil d'administration, par exemple, est composé de femmes, alors les chiffres sont motivants. C'est quand même une représentation encourageante, mettons. Mais ce qu'il faut vraiment se demander, c'est est-ce que ces personnes-là, elles font des présentations importantes? Est-ce qu'elles sont aux réunions de travail qui ont vraiment de l'impact? Est-ce qu'on leur demande leur opinion? Est-ce que leur opinion est écoutée? Et est-ce qu'elles sont dans la sphère d'influence, finalement? Parce que sinon, c'est probablement du tokenisme que l'entreprise fait. Alors, les exemples de tokenisme qu'on a eus dans l'actualité, eh bien, Marissa Mayer est un bon exemple. Alors, si vous vous souvenez d'elle, c'était une femme qui avait fait partie des premiers employés de chez Google, une femme brillante qui avait été embauchée par Yahoo lorsque Yahoo allait vraiment pas bien et qu'ils avaient besoin de revenir à l'avant de la scène technologique. Et donc, on y avait Yahoo, parce que Yahoo faisait partie des entreprises, des fleurons du début du web, puis après, ça s'était pas mal écroulé. Puis là, ils s'étaient dit, bon, ben, on va chercher Marissa Mayer, on va les mettre en poste et on va lui donner cette mission de faire remonter l'entreprise. En fait, c'est parce que c'était pas mal une mission impossible. Elle a accepté et elle a échoué. Elle a donné une entrevue au Financial Times quelques années après, où elle expliquait que elle, évidemment, venant de la Silicon Valley, elle connaissait très bien le concept de tokenisme, mais elle pensait que c'était pas ça. Elle pensait qu'elle allait vraiment avoir l'influence puis les responsabilités nécessaires à redresser l'entreprise. Et en fait, non, elle avoue qu'elle est tombée dedans, puis elle le savait pas, puis elle a échoué. L'entreprise Uber, il y a quelques années, lorsque son CEO, Travis Kalanick, s'était fait prendre pour plusieurs scandales sexuels au sein de l'entreprise. Donc, le conseil d'administration avait décidé de l'écarter. Bon, il n'avait pas vraiment écarté parce qu'il restait sur le conseil d'administration, mais en tout cas, il n'était plus CEO. Puis, suite à ça, c'était, je pense, en 2017, ils avaient approché plein de femmes de la Silicon Valley, des hauts profils, pour reprendre le rôle, comme Sheryl Sandberg, Mary Barra, Karine McCall, et puis plein d'autres comme ça. Et elles avaient toutes dit non, parce qu'elles avaient probablement su qu'il s'agissait d'une situation de mauvaise presse, de tokenisme, et qu'il fallait et qu'elles allaient être appelées à résoudre une situation quasiment impossible. En dehors de ces grosses entreprises-là, le tokenisme, ça peut prendre plusieurs formes, dont par exemple dans les conférences. Donc, si vous êtes dans le monde académique, vous avez été sûrement à des conférences. Si on prend dans le domaine des STEM, par exemple, ça peut se traduire par inviter une femme conférencière à venir donner une conférence sur le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. Donc, toutes les autres personnes invitées pour la conférence sont là pour présenter leurs recherches, leurs études, leur expertise, se faire bien voir au niveau de leur pairs, etc. Mais cette personne qui est donc en minorité, puisqu'on a dit que les femmes étaient minoritaires dans le domaine des STEM, elle, on lui demande de venir pour parler du fait d'être minoritaire dans ce domaine-là. Il y a aussi des femmes, ou il y a aussi des personnes en minorité qui ont des situations potentiellement de token et qui sont conscients de la situation et l'acceptent quand même. Et c'est très bien, dans le fond, parce que ces personnes-là, ils voient une opportunité de carrière où les choses aussi peuvent changer, les volontés, la capacité d'influence et de pouvoir prendre des décisions et que notre voix soit considérée comme importante peut changer également.
J'ai malheureusement pas d'exemple à vous donner, mais s'il y en a qui en connaissent, partagez-le dans le chat avec plaisir. Alors, je vous raconte tout ça. Pourquoi finalement c'est mal? C'est quoi les conséquences du tokenisme? Qu'est-ce qu'on peut repérer? Prendre une personne d'une minorité, le placer en porte-étendard, c'est réducteur pour cette personne, évidemment. Ça diminue ses accomplissements, ça diminue son expérience, parce que finalement, on ne l'aura pas choisi pour toutes ces bonnes raisons-là. On l'aura choisi pour ce que cette personne représente. De ne pas lui donner un pouvoir de décision et d'influence, c'est aussi lui donner une illusion d'importance que finalement cette personne obtiendra jamais. C'est, imaginez-vous la déception que vous devez ressentir dans ce moment-là. C'est également imposer le fardeau à une personne de représenter l'entièreté de la minorité dont elle fait partie. Comme si moi, en tant que femme, je pouvais représenter l'entièreté des femmes. C'est absolument impossible. Ça sous-entendrait que ça voudrait dire que un seul groupe est absolument homogène et que tout le monde se ressemble à l'intérieur de ce groupe-là. Comment savoir si on est un token? Je me le fais souvent demander. Les recherches disent que normalement, si vous représentez moins de 15% ou moins à l'intérieur d'une équipe de travail, un département, une entreprise, potentiellement, vous pouvez être un token. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais cet aspect de sous-représentativité est à considérer. Alors, est-ce que les hommes peuvent être des tokens? S'ils peuvent l'être dans des domaines généralement dominés par les femmes, comme la santé par exemple, certains employés masculins bénéficieraient de ce qu'on appelle, au contraire des femmes, l'escalier roulant de verre. Donc, c'est une belle traduction que j'ai faite. C'est en anglais glass escalator. Donc, en fait, ces hommes qui sont sous-représentés dans les domaines où majoritairement il y a des femmes, ils n'expérimenteraient pas les mêmes expériences négatives que les femmes, et ils auraient tendance à accéder plus rapidement à des postes de direction, car ils sont perçus comme ayant des grandes qualités de leadership et de capacité à diriger et à prendre des décisions difficiles, alors que les femmes, même dans cette même position-là, se retrouvent à avoir beaucoup plus de difficultés à accéder à ces mêmes postes. Merci beaucoup, Chloé. C'est encore une fois hyper intéressant. Chloé Gauvin-Diaye a des problèmes techniques, donc je vais prendre le tour de parole pour poser les questions. Donc, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. On a eu des questions, quelques questions. Donc, la première question est par rapport au thème précédent. Est-ce que la diversité et l'inclusion devraient être sur l'opposé? J'ai dit, à l'heure actuelle, y a-t-il des places où le phénomène de Boys Club est très remarqué? Est-ce qu'il y a des secteurs où ce phénomène-là, Boys Club, est très marqué? Probablement dans tous les domaines qui sont dits traditionnellement masculins. Donc, oui, la technologie en fait définitivement partie. La construction, domaine de la finance également. Et puis, je vous inviterai à regarder, par exemple, dans des domaines qui ne sont pas tellement... auxquels on ne pense pas automatiquement quand on pense à les domaines traditionnellement masculins, qui se retrouvent à être dans les postes décisionnaires, finalement, ou dans les CA, dans la haute direction, parce que on pourrait avoir une illusion de diversité, finalement, dans la main-d'œuvre, mais les personnes qui prennent les décisions, est-ce que la diversité se reproduit à ce niveau-là également? Merci. Donc, plusieurs annonces d'emploi confirment l'EDI. Pourtant, en regardant leurs employés, on peut vite constater que ce n'est pas vrai. Donc, la question est, comment faire pour appliquer l'EDI en recrutement? OK. Alors, je pense que la prochaine question répondra plus... la prochaine question est sur l'EDI, en fait. Donc ça, on pourra rentrer un peu plus en détail là-dedans.
Super. Donc, la personne qui a posé cette question-là, peut-être la garder en tête si jamais c'est mal répondu. La dernière question concernant le thème d'avant dit « Bonjour, les exemples qui ont été mentionnés, c'était de grosses compagnies qui développent des logiciels qui sont fermés. » Donc, tu parlais de Google, Amazon, Apple. Par contre, une autre approche est le développement de logiciels libres et ouverts. Donc, on peut citer par exemple Linux. Souvent, ces organisations se vantent d'être ouvertes et basées sur la communauté. Est-ce que des études ou exemples existent pour comparer les deux formes de développement, donc le format ouvert ou le format plus privé? Mon Dieu, c'est tellement une bonne... J'adore la question, elle est super. J'aimerais tellement avoir une réponse, j'ai jamais étudié la question. Et puis, moi, je suis sur Linux depuis près de 10 ans. Fait que je me sens honteuse. Je prends une note tout de suite. J'ai envie de me plonger là-dessus. Je suis désolée, je peux pas répondre à votre question. Si vous le savez, partagez ça. Je serais ravie de le savoir. Si quelqu'un qui a un commentaire par rapport à ça, n'hésitez pas à interagir avec nous via la plateforme chat. Prochaine question. Pour ceux qui sont déjà persuadés que est-ce qu'on l'a posé celle-là? Non. Pour ceux qui sont déjà persuadés que l'équité, la diversité et l'inclusion est importante, avez-vous des suggestions pour nous aider à favoriser les trois, mais surtout l'inclusion au sein de nos équipes de recherche? Peut-être que je donne des conseils dans la partie suivante. J'espère que ça répondra à certains de votre demande, puis sinon, on pourra y rentrer un peu plus en détail. Super, merci. Donc, tu as parlé de Marissa Meyers tout à l'heure. Une personne demande si ce n'était pas un exemple de falaise de verre. Peut-être définir falaise de verre, Chloé? Oui, la falaise de verre, c'est quand on est appelé à faire appel, quand on fait appel à, en l'occurrence, une femme dans une période super difficile et qu'on lui donne et qu'on va la critiquer très, très durement pour ses accomplissements ou son manque d'accomplissement si finalement son rôle n'est pas rempli. Oui, j'imagine qu'on pourrait qualifier ça de falaise de verre également. Donc, en anglais, c'est glass cliff qu'on retient. C'était encore une bonne traduction. Je pense que les deux peuvent être interreliés, puis on peut être un token et puis on peut faire face à une situation de falaise de verre également. Super, merci. La prochaine question. Est-ce que pousser l'EDI par des arguments dits pragmatiques, donc pousser comme étant une meilleure image ou meilleur argument de vente, ne facilite pas le tokenisme? Sous question, qu'en est-il lorsque l'on pousse les enjeux d'EDI par des arguments qui sont purement moraux? Oui, c'est vrai, absolument. En fait, c'est ça que je vous disais quand je vous disais qu'il faut faire attention au cas de business case finalement. Alors oui, c'est une situation difficile finalement parce que on va dire on veut de la diversité. Donc les gens, les employés, la société pousse ça. Donc les entreprises vont être OK, ben on va leur donner ce qu'ils veulent, puis on va vite embaucher du monde à droite et à gauche. Et donc là, on peut se retrouver potentiellement dans une situation de tokenisme, mais puis les entreprises vont dire non, mais c'est parce que vous nous l'avez demandé, donc ça se mord un peu la queue, puis on crée un cercle vicieux. Mais ce dont je vais vous parler dans le blog d'après, c'est que en fait, on ne peut pas travailler la diversité avec seulement l'emploi de nouvelles personnes. On ne peut pas se mettre à juste embaucher de nouvelles personnes pour que nos chiffres soient meilleurs en bout de ligne. En fait, il faut commencer par l'inclusion et non la diversité. C'est bien dit. Merci. Par la suite, une autre question qui demande est-ce que c'est toujours mal de devenir un token? Donc, est-ce que c'est mal d'être un symbole de la diversité ou des fois, ça peut être positif et faire changer les choses? Ben non, c'est pas mal, c'est ça. En fait, moi, je connais des personnes qui acceptent complètement cette situation-là, puis c'est très bien. En fait, tant qu'on en est conscient, c'est déjà une bonne première étape. Et après, quelles sont nos valeurs, puis quels sont nos objectifs, puis qu'est-ce qu'on veut.
où est-ce qu'on veut se rendre. Si on a réalisé que moi, mes objectifs professionnels ou personnels, c'est ça, puis ça me prend de me rendre par ce chemin-là, et j'en suis complètement consciente que c'est un risque, que c'est une pente glissante, mais j'ai pris tout ça en considération, puis j'ai pris ma décision quand même. Alors go, c'est pas forcément à proscrire. Et là encore, c'est pas parce que on a une seule personne de la diversité qui représente une forme de diversité dans la direction que forcément c'est un token. Le diable est toujours dans les détails. Il faut voir quel est le processus de décision, puis quel rôle et quelle sphère d'influence cette personne a finalement. Super, merci beaucoup. Prochaine question. Selon vous, est-ce que l'application de quotas dans le recrutement est une bonne pratique pour améliorer de façon efficace la diversité? Ben, là, donc, on revient, les quotas ou la discrimination positive, on revient au risque de token finalement. Parce que, donc là, si on décide, juste une explication pour les personnes qui ne sont pas familières avec ça. Donc, si on décide que à partir de demain, on va embaucher 20% de personnes de tel groupe pour arriver à nos objectifs de chiffres, ben, ça se pourrait qu'on tourne les coins ronds et qu'on se mette à embaucher des personnes juste pour ce que ces personnes représentent et pas pour ce que ces personnes sont et toutes leurs compétences qu'elles apportent à l'entreprise. Et donc, si on fait ça, ben, on se retrouve dans une situation de tokenisme. Donc, là encore, on ne travaille pas l'EDI en passant par l'embauche de personnes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut repenser puis qu'il faut tout le temps garder en tête. La discrimination positive, les quotas peuvent se retrouver être une solution intéressante pour changer de place l'aiguille quand on est dans une situation un peu drastique comme on est actuellement. Quand on considère la sous-représentation des femmes dans notre domaine, qui dure depuis à peu près 40 ans, les chiffres ne bougent pas vraiment. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire si depuis 40 ans, on gagne des tout petits points de virgule pourcentage à chaque année. Est-ce que ça ne nous prendrait pas une opération un peu plus massive pour que l'aiguille revienne un peu plus au milieu? Oui, peut-être. On pourrait aussi se demander, se dire qu'on va utiliser la discrimination positive pour une certaine période. Ce n'est pas parce qu'on la met en place aujourd'hui qu'elle est ad vitam aeternam non plus. Et aussi, donc, il faut toujours faire attention dans quel paramètre on établit ça. Puis garder toujours en tête que moi, je dis toujours aux gens, le pire ennemi de l'EDI, c'est le manque de temps. Finalement, quand on manque de temps, on se met à courir dans les coins ronds, on se met à aller à des solutions rapides, faciles, souvent cosmétiques. Et donc là, on revient au tokenisme et ce n'est pas un changement en profondeur finalement qu'on aura opéré. Merci. La dernière question avant de passer au prochain bloc. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les poser sur le chat privé. Puis on vous demande aussi de faire preuve aussi de respect, de respecter le code de conduite. Donc, la question est, dans le même ordre d'idée, est-ce que des actions de discrimination dites positives qui visent à remplir des quotas en sciences ne favorisent pas un comportement de tokenisme? Elle vient d'être implicitement répondue, mais est-ce qu'il y a un dernier commentaire à dire par rapport à ça? Ben non. Non, j'ai l'impression d'avoir répondu. Oui, c'est moi qui lui trop vite. Donc, je vais poser maintenant la vraie dernière question avant de changer de bloc. Pourrais-tu nous donner des quick wins à appliquer dans nos équipes pour améliorer le niveau d'inclusion? Moi, je ne suis pas tellement pour les quick wins. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce que je m'apprête à vous dire dans le prochain blog, c'est que justement, l'EDI, c'est pas quelque chose de rapide, c'est pas des cases à cocher, ça n'a rien de facile. Puis c'est pas facile. Puis si c'était facile, d'abord, il y a beaucoup plus de personnes qui le feraient, beaucoup plus d'entreprises et d'organisations qui s'y mettraient, et on ne serait pas à remettre toujours au goût du jour ce sujet et puis à le ramener à l'avant de la scène. Donc, en fait,
je sais que personne n'a envie d'entendre ça, là, mais c'est vraiment difficile. Donc, il n'y a rien de facile là-dedans. À la fin, là, je veux quand même finir sur une note positive. Je vais vous donner quelques conseils à titre individuel que vous pouvez appliquer. Donc, ça pourra peut-être être considéré comme des quick wins, mais je vous encouragerai à essayer de changer cette approche-là qui est de si je fais une petite affaire tout de suite, ça va avoir une énorme portée, puis je vais résoudre plein de mes problèmes. En fait, non. En fait, c'est un ensemble de solutions mises en place sur une longue période de temps par un grand groupe de personnes qui va porter ses fruits ultimement. Super, merci beaucoup. Je pense que c'est maintenant un bon moment pour passer à la troisième partie. Donc, maintenant, on fait quoi là, avec toutes ces informations-là? Comment est-ce qu'on vient créer un lieu de travail inclusif? Oui, je vais commencer par quelques constats de départ, puis ça va se recouper avec les choses qu'on a dit un peu à date. D'abord, comprenez ce que veut dire diversité, inclusion, EDI, donc équité, diversité et inclusion. Qu'est-ce que veulent dire ces trois termes-là et comment ils s'imbriquent les uns dans les autres. Puis historiquement, on parlait plus de diversité et inclusion, DI, DNI, toutes ces variantes-là. Puis le E de équité est arrivé un peu plus récemment. Puis c'est important de comprendre ça parce que souvent, on va vouloir s'attaquer, donc, comme les questions le révélaient, là, à la diversité. Mais ce qu'il faut, c'est travailler d'abord son inclusion. Donc, l'analogie, si vous voulez, que je peux faire avec ça, c'est que on veut ranger chez soi, on veut que la maison soit propre et rangée avant de demander aux gens de venir. C'est pareil pour une entreprise finalement, parce que si on n'a pas été capable de créer une culture inclusive, lorsqu'on va faire venir embaucher donc des personnes qui font partie de groupes minoritaires, ces personnes-là vont pas se retrouver dans la culture parce que la culture sera une culture fermée, donc l'opposé d'une culture inclusive et pas accueillant vis-à-vis de toutes les facettes différentes de la personnalité des gens. Et donc, ces personnes ne vont finalement pas partir. Donc, finalement, vous aurez fait un travail, vous aurez investi du temps, peut-être de l'argent même, de l'espoir dans le fait que ça allait résoudre la situation, puis finalement, ça ne va pas la résoudre. Donc, vous allez probablement être déçus. Souvent, ça va être des situations où on va dire j'ai déjà essayé, j'ai fait des initiatives, puis ça n'a rien donné, fait que j'abandonne, puis je passe à quelque chose d'autre dans la liste de choses que j'ai à accomplir. Donc, c'est important de ne pas faire travailler la diversité avant de travailler l'inclusion. Je le frôlais un peu en disant que ça prend un groupe de personnes. Ça prend surtout un vrai engagement de la part de la direction. Ça veut dire qu'on veut de l'argent, on veut de la volonté, on veut les moyens et on veut la capacité d'influence. Donc de tout le monde, y compris, et je dirais même surtout, le comité exécutif qui doivent être impliqués dans ces actions-là. Car ce sont les personnes qui ont évidemment une sphère d'influence la plus grande et on veut que ce soit eux et elles qui montrent l'exemple à suivre pour le reste des employés. Quelqu'un demandait si c'était une question de RH, le DI. Alors, souvent, ça retombe évidemment au département des ressources humaines, plus souvent qu'autrement, mais je vous inviterai à considérer ça plutôt de façon transversale. Finalement, ça peut se retrouver dans toutes les sphères de l'entreprise. Donc, il y a un mouvement, par exemple, qui encourage à avoir un nombre de fournisseurs pour une entreprise. Donc, c'est généralement 3% qu'on retient, qui ont des fournisseurs de services ou de produits pour une entreprise qui sont issus de la diversité. Il y a même un réseau d'entreprises qu'on peut aller rejoindre pour favoriser ça. On peut aussi considérer l'EDI à travers évidemment toutes nos communications, tout notre marketing et ultimement le produit que l'entreprise va fabriquer. Est-ce que ce produit-là s'adresse foncièrement à l'entièreté de la population ou non? Puis tous les exemples que je vous donnais tantôt
comme YouTube qui n'avait pas pensé aux gauchers qui allaient flipper leur cellulaire, par exemple. Mais là, c'était clairement un manque de diversité dans leur équipe produit. Une autre notion à se souvenir, c'est que l'EDI doit être inscrit dans les prérogatives de l'entreprise. Donc, autant une entreprise à profit va dire faire de l'argent, faire des profits, avoir une croissance, c'est dans les prérogatives. L'EDI doit faire partie de ces prérogatives-là également. C'est une bonne chose de le faire, comme on dit, pour la cause. C'est une bonne raison, mais il ne faudrait pas que ce soit juste ça, il ne faudrait pas que ce soit porté par juste une personne. Parce que traditionnellement, ce qu'on va voir, c'est par exemple une personne qui est très animée par cette thématique-là, qui va l'amener à l'entreprise, qui va dire il faut qu'on investisse là-dedans, il faut qu'on se mette à jour sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette personne-là quitte l'entreprise et n'est plus là? Généralement, l'initiative va partir avec elle. Puis ce qu'on a vu ces derniers mois quand la pandémie est arrivée, c'est que si on ne considère pas l'EDI comme une prérogative, donc au cœur de la stratégie d'affaires d'une entreprise, si on considère ça comme un nice to have, eh bien c'est une des premières choses qui va prendre le bord quand on traverse une période de crise. Puis donc on l'a vu au début de la pandémie, des programmes liés à l'EDI qui ont été supprimés dans des entreprises parce que finalement ce n'était pas considéré comme essentiel. Dans les autres aspects qu'on doit considérer quand on se lance dans une démarche EDI, c'est la capacité à être vulnérable et à accepter d'aborder des questions difficiles. Puis, laissez-moi vous dire que ça va être difficile, ça va être très difficile. Vous allez être challengé dans vos croyances, dans vos vécus, dans ce que vous pensiez qui était établi et en fait peut-être non. Avec ça, il faut avoir un état d'esprit d'essai-erreur, vouloir et accepter qu'on va essayer des initiatives qui vont peut-être pas fonctionner à la hauteur qu'on veut qu'ils fonctionnent et que c'est OK de se tromper. C'est vraiment important de se mettre dans cet état d'esprit-là parce que si on veut que les choses marchent absolument 100% et que si on n'est pas sûr qu'elles vont marcher à 100%, on n'essaye juste pas, on va devoir attendre vraiment très, très, très longtemps. Puis je vous rappelle qu'on parle d'humains, donc des gens, on ne parle pas de mathématiques, ce n'est pas des 1 ou des 0, on parle des personnes qui ont des sentiments, qui peuvent changer d'avis, telle personne va penser quelque chose, telle autre personne va penser autre chose, et donc finalement on doit composer avec ceci. Ce qui m'amène au point suivant qui est, il faut rester flexible. On peut décider que notre vision, notre compréhension de l'EDI, elle ressemble à ça aujourd'hui, octobre, novembre, je ne sais même plus quel jour on est, 2020, mais en 2021, ça aura peut-être changé parce que finalement, nos entreprises sont le reflet de notre société. Et puis, notre société évolue comme ça. Alors, les entreprises doivent aussi évoluer. Donc il ne faut pas avoir un plan coulé dans le béton qui n'a pas la capacité de changer puis d'évoluer. Il faut également avoir du temps, puis s'octroyer ce luxe d'avoir du temps-là, parce que les résultats, on ne les verra pas en quelques jours. Finalement, ils vont prendre du temps, parfois plusieurs années, plusieurs mois, c'est certain. Puis, sachez que plus on commence tôt, le mieux c'est. Donc, Chloé, tantôt, tu demandais pour les startups, pour les PME, le plus tôt on s'y met, le mieux c'est parce qu'on sera capable de partir l'entreprise dans la bonne direction versus si l'entreprise a déjà 15 ans d'existence puis se rend compte que c'est un sujet dans lequel elle doit s'intéresser. Ça va ressembler à un bateau qu'il va falloir changer de direction. Voilà. Alors, par où commencer? J'imagine que c'est pas mal la question que vous avez actuellement. Alors, il y a des entreprises qui vont prendre la décision d'avoir une personne en charge de la diversité. Donc,
on va se dire que cette personne que l'entreprise ne va pas faire du tokenisme et que ce sera vraiment un directeur ou une directrice de la diversité avec les moyens financiers d'y arriver, avec le budget, le personnel qui vient avec pouvoir mettre en place le plan d'action. Certaines entreprises décident de faire comme ça, puis d'autres non. Par exemple, l'entreprise Slack, donc il y avait une question qui demandait quelle entreprise a de bonnes initiatives. Donc Slack, l'entreprise américaine, qui a 33% de femmes à des postes techniques, il n'y a personne en charge de la diversité. Donc eux, ils ont considéré qu'il fallait mettre personne en charge de la diversité pour que tout le monde soit en charge de la diversité et que ça ne repose pas sur les épaules d'une personne ou d'un département de s'intéresser à cette thématique-là. Donc ça, évidemment, ça implique qu'il y a une décision de la direction, que c'était un sujet ultra important et qui devait se retrouver dans toutes les sphères. Et à contrario, il y a aussi des entreprises qui ont une personne en charge de la diversité et qui connaissent quand même des situations de scandale où on a eu des dénonciations de discrimination, comme cet été, par exemple, pour l'entreprise Pinterest. Quand vous commencez un travail d'EDI, c'est intéressant d'avoir aussi un tableau de bord où on peut collecter des données. Et une entreprise qui fait super bien ça, c'est Buffer. C'est une entreprise américaine de technologie qui tient un tableau de bord depuis 2015. Il est public, vous pouvez tous y avoir accès. Sur ce tableau de bord-là, vous allez voir des éléments très précis qu'il track au fur et à mesure du temps. Donc, depuis 2015, il y a les personnes en situation de handicap, si les personnes sont vétérans, si la langue maternelle est l'anglais, leur genre, ethnicité, etc., etc. Et vous pouvez même changer pour les personnes en poste technique et non technique. Et les femmes au poste technique représentent 32%. Donc ça, c'est comme un clin d'œil intéressant au fait que parfois les entreprises vont avoir des chiffres qui ont l'air intéressants au niveau de la représentativité, mais qui ne sont pas pondérés selon les postes techniques ou non techniques. Je ne sais plus si Buffer là, mais ce serait intéressant de demander aussi est-ce que ce sont des personnes qui sont en position de gestionnaire, de leadership ou pas. Étudier vos processus, ça c'est super important lorsque vous commencez. En fait, demandez-vous à quel point ces processus, ces politiques que vous avez sont inclusives ou exclusives. Alors, peut-être d'une façon ou d'une autre, elles sont un obstacle à certaines personnes pour leur ascension, leur développement professionnel. Et je vais vous donner un exemple. Une entreprise, le patron a une politique où tout le monde peut venir négocier son salaire. Donc, lui se considère une personne ouverte, sa porte est tout le temps ouverte, n'importe qui peut venir négocier. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, il se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent négocier leur salaire. Puis là, il réalise que c'est parce que tout le monde n'est pas à l'aise dans le processus de négociation. Donc, il va donner des formations, des cours de négociation à l'entièreté de ses employés. Mais il y a une autre solution qu'il aurait pu envisager. Il aurait pu décider, par exemple, d'abolir le fait de devoir négocier pour augmenter son salaire et de mettre en place, par exemple, des échelles salariales ou un processus automatisé pour l'entièreté des personnes. Une autre chose à considérer quand vous vous lancez en EDI, c'est vous voulez avoir une approche globale. Fait on le disait tantôt, ce n'est pas seulement une question de ressources humaines, ça se retrouve dans tous les pans et les départements de l'entreprise. Donc, le service et le produit final doit s'adresser à tout le monde également. Et d'autant plus si on est dans une industrie où si on est dans une industrie ou une entreprise qui a un fort pouvoir d'influence en culture, par exemple. Ça, on le voit beaucoup, le film qu'on va sortir, le jeu vidéo, le livre, peut avoir les moyens de changer des mentalités, de conscientiser sur certains sujets et donc garder en tête que ce que vous produisez peut se retrouver à être vu à travers le prisme de l'EDI également.
lorsque vous vous lancez dans une telle démarche, vous voulez avoir une stratégie. C'est super important. Si vous vous lancez dans un plan de communication, vous auriez probablement une stratégie également. Ben, l'EDI, c'est pareil. Donc, il faut commencer par rassembler des données, comprendre la situation actuelle. Après ça, essayer de voir quels sont les besoins de personnes qui sont sous-représentées. Est-ce qu'il y a des mécanismes, des obstacles, des politiques qui pourraient être potentiellement discriminatoires? Et après, établissez votre stratégie et votre plan d'action. Donc, rappelez-vous, un plan d'action sur une certaine durée, puisque les résultats ne sont pas immédiats, mais flexible à la fois, puisqu'il faut être flexible dans ce domaine-là. Et un aspect super important à garder en tête, c'est qu'il faut avoir des mécanismes d'imputabilité également. Et souvent, les stratégies d'EDI vont échouer lorsque on manque d'établir des mécanismes d'imputabilité. Donc, les mécanismes d'imputabilité, c'est si j'arrive pas à obtenir mes objectifs d'EDI, qu'est-ce qui se passe? Puis je vous invite à être autant niché puis précis que possible. Je vous disais que je voulais vous donner quelques conseils applicables dès maintenant. On a beaucoup couvert du point de vue d'une entreprise ou du point de vue d'un département, du point de vue d'un individu. Je vous en donne 5. Utiliser un langage inclusif. Ça peut être aussi simple que de ne pas utiliser l'expression hey les boys, salut les gars, mais d'avoir salut tout le monde lorsque vous vous adressez à un groupe de personnes où ce groupe n'est pas seulement composé d'hommes. Ce qu'on veut dans une démarche EDI, c'est qu'on veut pouvoir s'ouvrir à d'autres réalités, à d'autres concepts, puis on veut se conscientiser. Puis pour ça, ça demande parfois de désapprendre ce qu'on a appris pendant ces dizaines d'années de vécu. Et pour ça, il faut un peu dérouiller son cerveau. Donc, vous pouvez le faire en vous mettant à lire des articles sur des réalités qui ne sont pas les vôtres, à suivre des comptes Instagram, mettons, de personnes qui ne vous ressemblent pas, auxquelles vous ne penseriez pas du tout être intéressé. Le principe est que plus vous allez être exposé à ça, plus ça va vous procurer de nouveaux mécanismes de pensée. Vous pouvez également imaginer sponsoriser ou mentorer des personnes qui sont marginalisées au sein de votre entreprise ou département. Le mentorat est très connu comme un mécanisme d'inclusion. Les quick fix dont on parlait tantôt, définitivement, les programmes de mentorat en font partie. Lorsqu'on mentore une personne marginalisée, on lui donne accès à un potentiel développement professionnel, à des sphères d'influence que cette personne n'aurait peut-être pas de façon organique. Et lorsqu'on permet, par exemple, à une personne qui est sous-représentée d'être matchée avec un mentor ou une mentor qui fait également partie d'un groupe sous-représenté, on lui donne la capacité d'avoir un modèle, donc un role models. Puis ça, c'est très connu comme mécanisme pour travailler sur la fidélisation et la rétention des groupes marginalisés. Vous en connaissez sans doute dans votre domaine. Il existe peut-être des groupes communautaires officiels ou non officiels de personnes marginalisées. Allez leur apporter votre aide, que ce soit du temps de votre cerveau ou des bras pour mener des activités. Et si vous êtes une organisation, vous pouvez les soutenir financièrement pour qu'ils puissent mener de l'avant leur mission. Et souvenez-vous, je vous laisse là-dessus, que l'EDI, c'est un peu comme un muscle finalement. Plus on le fait, plus c'est facile de le faire. Fait qu'au début, on doit faire beaucoup d'efforts pour mettre en place toutes les initiatives dont je vous parlais, et puis pour se forcer à y penser constamment. Mais une fois que la machine est lancée,
ça devient beaucoup plus automatique, puis ça devient beaucoup plus facile. Puis je vous dis ça parce que je ne voudrais pas que vous soyez découragés de vous lancer dans ce genre d'initiative-là. Et sachez que c'est la bonne chose, que c'est la bonne décision que vous avez prise et que ça devient un peu moins difficile avec le temps. Merci beaucoup. Pour qu'on reste encore dans nos temps, on va peut-être prendre seulement 2 questions et je demanderai à ma collègue Sarah Turcotte de poser les questions. Oui, donc merci Marie-Ève et merci Chloé pour ces informations. Donc, une première question que j'ai reçue, pourquoi serait-il important d'adapter notre langage? Par exemple, est-ce que ça fait vraiment une différence d'écrire des courriels de façon épicène? Oui, les études nous prouvent qu'effectivement, les personnes, je prends l'exemple des femmes, par exemple, se sentent beaucoup plus inclus lorsqu'on utilise un langage qui est non genré, particulièrement lorsque ces personnes-là sont dans des industries ou des groupes où elles sont sous-représentées. Finalement, on leur donne virtuellement, on leur donne une place finalement, puis on leur donne une importance. Et donc, on envoie le message que ces personnes peuvent être là. OK, merci pour la réponse. Une autre question qu'on a dans le chat. Comment pouvoir engager la direction dans les stratégies d'EDI? Oui, ça c'est vraiment toujours un grand enjeu. Donc, vous pouvez vous rapporter à ce que je disais au début, qui est le business case d'avoir une stratégie EDI, tout en vous souvenant qu'il faut faire attention avec ça. Je vous dirais que ça dépend un peu aussi des entreprises. Qu'est-ce qu'on produit, quel est le service et comment finalement l'EDI peut venir améliorer ce que l'entreprise fait actuellement, comment elle pourrait ne pas tomber dans tous les exemples que je vous ai donnés de produits, de services non adaptés à l'entièreté de la population. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de se retrouver dans un scandale ou comme exemple dans une conférence sur l'EDI. Et évidemment, il y a toujours l'argument de faire ça parce que c'est humainement la bonne chose à faire. En gros, il n'y a pas de réponse magique. Il y a du cas par cas pour l'organisation, puis il existe quand même quelques arguments.